Alors du coup, Domenico, donc bonjour. Donc toi tu es dans Osome Studio, donc le studio qui a développé Awesome, pardon. Awesome Studio, merci pour la correction. Donc le studio qui a développé le jeu qui est récemment sorti, donc White Knight. Alors du coup on va en profiter pour discuter. Alors comme je te l'ai précisé, je préfère le préciser pour la vidéo. Donc moi j'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu, donc il n'y aura pas forcément de questions portées en soi sur tout ce qui est gameplay, narration, les éléments clés, parce qu'on ne va pas s'avancer là-dessus. On va plutôt rester sur d'autres questions concernant voilà, le jeu indépendant, même White Knight aussi à côté. Alors, pour parler justement du jeu indépendant, là, ça fait quelques années qu'on voit que ça a le vent en poupe. Enfin, le jeu indé, ça commence à avoir la cote. On a des projets comme donc le Steam Greenlight, qui est sorti il y a 2-3 ans de mémoire, les Humble Indie Bundle qui se vendent comme des petits pains. Il y a le site itch.io aussi qui permet aux gens de découvrir des jeux indés et même aux indépendants de vendre facilement leurs jeux plus des outils de développement comme sur la 360. La One, je ne sais pas encore si c'est développé, je n'ai pas d'infos dessus. Enfin voilà, toutes les consoles en tout cas permettent aux gens de développer plus facilement, donc de vendre leurs jeux plus facilement dessus. Et moi, ma question serait comment tu penses qu'on peut arriver à se démarquer en tant que concepteur de vidéo, en tant qu'équipe qui crée un jeu, dans une scène qui du coup est aussi dense et au final où les bons projets sont noyés sous des centaines de milliers d'autres projets peut-être moins bien ou moins avancés, moins aboutis. Eh ben, c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Donc en fait, j'ai peur qu'il n'y ait pas de réponse toute faite ou de réponse miracle. Euh, Comme tu dis, il y a des très bons projets qui sont noyés sous une myriade de projets moins bons, mais il y a même en fait déjà une myriade de très bons projets. Donc c'est, on va dire qu'avant, dans la production de jeux vidéo, le goulot d'étranglement était au niveau des éditeurs. C'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue très récemment avec quelqu'un qui se reconnaîtra. Donc en fait, avant, le blocage était au niveau des éditeurs qui avaient un peu la main mise sur tout le secteur et qui était le passage obligé en fait entre les développeurs et le public. Et alors que maintenant, effectivement, la passerelle est vraiment directe en tant que développeur, même si on est tout seul dans son garage, on a la possibilité de faire un jeu et de le rendre disponible. À partir de là, malheureusement, j'ai peur qu'il n'y ait pas de recette miracle pour réussir à être visible, puisque maintenant, la clé, c'est vraiment la visibilité. Même si on est disponible sur Steam, ça ne veut pas dire qu'on est visible sur Steam. Il y a tellement de jeux que les joueurs arrivent et malheureusement, la grosse majorité des ventes se font sur les jeux qui sont visibles en bandeau dans Steam. Donc à partir de là, tout ce qu'on peut essayer de faire, je pense que il y a deux pistes. La première, c'est forcément de faire un jeu qui soit vraiment unique au premier coup d'œil. Donc ça, c'est hyper important. Nous, dans le cas de White Knight, on n'a pas fait le choix du visuel pour ça, mais par contre, c'est clair que ça l'a validé, c'est-à-dire qu'on savait qu'on aimait ce visuel aussi parce que quand on voit White Knight au premier coup d'œil, on est capable de le reconnaître et de dire ah oui, j'ai entendu parler de ce jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, malheureusement, le visuel, d'autant plus que beaucoup de tests produisent surtout des screenshots. Ce que les lecteurs sur le net ont la possibilité de voir, c'est pour beaucoup, ce sont des screenshots avant la sortie. Et donc, le visuel est hyper important. Donc, avoir un visuel accrocheur, c'est absolument primordial. Et au-delà du visuel, c'est aussi avoir ce qu'on appelle dans le métier des USP, à savoir des points uniques, où on est capable de définir le jeu sur ce point-là. Voilà. Donc ça c'est le premier aspect. Donc en gros, ça veut dire avoir un produit un peu unique qui sort du lot. C'est pas évident, mais c'est tout à fait faisable. Et après, le deuxième, c'est un petit peu comment dire, travailler la relation presse. Et ça, il n'y a pas 10 000 façons. Ça va être soit on y porte soi-même une énergie faramineuse, parce que c'est vraiment faramineux. Pour être capable d'atteindre beaucoup de médias, il faut y passer un temps incroyable. Et surtout, on n'est jamais assuré de réussite. Par exemple, en général, ça passe par réussir à être détecté par des sites comme Rock Paper Shotgun par exemple, ou ce genre de site où il suffit de passer une fois, d'avoir un article, et là c'est un petit peu la folie. Donc à partir de là, soit on y passe une énergie énorme soi-même, soit on fait appel à quelqu'un de spécialisé, soit une agence de presse, soit directement un éditeur. Donc dans notre cas, on a eu la chance d'être approché par Activision. Donc ça fait partie des choses qui nous ont convaincus de travailler avec eux, c'est qu'ils ont la possibilité d'atteindre
une presse vraiment hyper diversifiée, hyper forte à l'international. Parce que nous, en tant que petits Français, on connaît assez bien les médias français. Par contre, ça devient vite plus difficile, n'étant pas germanophone, par exemple, qu'on parle de nous en Allemagne, je sais pas quoi, au Danemark, en Finlande, peu importe. C'est super difficile d'atteindre ces médias-là, quoi. Alors, on va du coup parler un petit peu maintenant du jeu. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand on a eu l'occasion de discuter, on a évoqué par exemple Alone in the Dark, qui je pense doit être une des inspirations en tout cas du jeu. Moi j'aimerais savoir justement au niveau des jeux ou même peut-être des œuvres culturelles, artistiques à côté, hein, peinture, musique, film, etc. J'aimerais savoir ce qui vous a principalement inspiré pour pouvoir créer White Knight et du coup en faire le jeu qu'il est actuellement. Donc, les inspirations sont de plusieurs origines. Évidemment, la première, c'est d'autres jeux vidéo anciens, Alone in the Dark, Resident Evil. Donc plutôt des jeux old school. On avait envie d'un gameplay assez old school, mais remis quand même au goût du jour, c'est-à-dire qui soit quand même plus fluide, plus pratique. Mais quand même, on a tout de même gardé des composantes qui sont pas forcément, comment dire, acquises pour tout le monde. On a choisi des caméras fixes, on a choisi donc ce qui va avec les principes de changement de direction du pad au moment où on change de caméra, les choses comme ça. Donc ça, ce sont des choses qui ont été voulues, ce sont des références à des vieux jeux, et on a essayé de les améliorer pour qu'ils soient pratiques aujourd'hui. Euh, donc après, au-delà des inspirations de jeux vidéo, on a aussi évidemment des inspirations visuelles. Vraiment la première inspiration qui a initié notre premier prototype, c'est un film d'animation de Richard McGuire qui s'appelle Peur du Noir. On l'a déjà donné plusieurs fois en référence et il y a des vidéos disponibles de lui sur internet. C'est vraiment incroyable l'ambiance qui est donnée à partir de. Donc c'est du cinéma d'animation, donc c'est dessiné, c'est en 2D et c'est vraiment ce genre d'effet qu'on a essayé de rendre, à savoir travailler. Alors on nous cite souvent Sin City ou Renaissance. Sin City, c'est assez pertinent dans le sens où à l'origine c'est une bande dessinée et donc c'est un média qui est vraiment 2D à plat et donc c'est un peu le genre de choses qu'on a mis en place. Notre but c'était vraiment d'arriver à une composition 2D, d'avoir un aspect un peu dessiné. C'est pour ça aussi qu'on a un système de contours qui permet d'améliorer la lisibilité, un peu comme dans une bande dessinée. Dans les zones noires, les objets ont un contour blanc et ils ont un contour noir dans les zones blanches. Et ça permet d'arriver à une composition d'images, ce qu'on appelle cinématographique. C'est-à-dire qu'ayant des caméras fixes, on a une composition d'images qu'on maîtrise. Ça nous permet aussi de prendre des angles de caméra assez particuliers. Ça permet d'apporter une ambiance particulière. Donc voilà, donc au-delà après de Peur du Noir de Richard McGuire, on a aussi pris des inspirations du côté du cinéma hitchcockien. Donc on a des références assez évidentes avec Le Manoir, Les Corbeaux, plein de choses. Voilà, du côté de Polanski aussi. Et puis aussi, comme le jeu a une évolution, il a une évolution psychologique du personnage. On a vers la fin du jeu une inspiration plus du côté de l'expressionnisme allemand pour une évocation un petit peu de la folie, de la démence, etc. Donc le système de création, de mise en place des décors et des caméras change au fil du jeu. Voilà les principales sources d'inspiration. Alors du coup, on continue sur White Knight. Donc c'est un jeu qui se veut être donc un jeu d'horreur. Avec, enfin moi en tout cas les images me donnent l'impression aussi d'avoir un petit peu un polar un peu noir. Peut-être quand tu parlais de Sin City justement c'était le cas, même si je sais que Renaissance aussi c'est une façon de voir les choses. Si je préfère Sin City, donc on va rester là-dessus. Mais du coup voilà, ça va être un jeu d'horreur et enfin moi j'ai l'impression que c'est un genre qui a pas vraiment eu voilà de vrai renouveau depuis assez longtemps. Enfin moi pour moi depuis la sortie du premier Silent Hill et donc Resident Evil, donc les jeux on va dire qu'on crée deux écoles de joueurs dans le jeu d'horreur, avec Resident Evil qui se veut un peu plus porté sur l'horreur mais le cinéma d'action hollywoodien, justement avec des plans de caméra fixes et autres. Silent Hill aussi l'utilise mais opte des fois pour une vue à la troisième personne. Pour ceux qui connaissent, voilà, quand on est dans la ville, on est dos au personnage, dans la plupart des bâtiments en fait. C'est très rare qu'il y ait vraiment des plans fixes tout le temps.
On a quand même récemment Outlast qui a essayé de renouveler le genre avec une idée très inspirée donc des found footage comme Rec pour le plus connu ou Diary of the Dead et j'en passe, avec un système de caméra à l'épaule. Vraiment, on était en première vue, on filmait avec sa caméra, même si c'est une idée qui, au final, je trouve qu'ils sont reposés que là-dessus, donc c'est un petit peu desservi le jeu, mais c'était quand même quelque chose de bien. Ça m'a un peu rappelé aussi les Project Zero, si tu connais, ou pas du tout. Un Project Zero, au cas où c'est. Voilà. Et puis après, on fera vraiment la question. Project Zero, l'histoire se passe généralement dans un manoir hanté, et en fait, tu contrôles une héroïne qui dispose d'un appareil photo magique, voilà, et qui doit prendre en photo des fantômes. Voilà. C'est un jeu d'horreur aux influences asiatiques, ça vient de là-bas d'ailleurs. C'est assez flippant. Et du coup, voilà, avec White Knight, comment est-ce que vous avez pu, vous, espérer apporter du renouveau dans un genre qui, quand même, a déjà fait ses preuves avant et qui commence à avoir, je trouve, du mal à se renouveler. Tu as le droit aussi de pas être d'accord et du coup de me le dire, hein, t'en fais pas. Voilà. Donc, dans notre approche, le but n'était pas forcément de faire quelque chose de complètement nouveau. C'est quand même un jeu hommage, entre guillemets, quoi. On n'avait pas non plus envie de rester, collé à l'héritage. On avait envie de faire un truc un peu entre les deux. Donc, on est fortement inspiré du old school, tout en remettant un petit peu au goût du jour. On n'avait pas la prétention de créer quelque chose de complètement nouveau. On avait juste l'envie d'apporter un visuel qui, je pense, n'avait pas trop été utilisé, ce contraste noir et blanc, à un style qui n'avait pas encore eu ce mash-up entre le jeu d'horreur et le visuel. Sachant que le visuel est assez engagé, on ne peut pas non plus tout retomber d'un coup, c'est-à-dire que si on perd le joueur et sur le visuel et sur le gameplay et sur la narration, on finit par avoir un jeu qui prend énormément de risques. Donc nous, dans notre cas, on a essayé de, donc d'avoir du neuf par cette alliance du visuel cinématographique, de ce noir et blanc contrasté et du jeu d'horreur. Et puis après, par contre, on a quand même voulu pousser l'aspect narratif assez loin quand même. Donc quand on parle de l'évolution du jeu d'horreur, je pense qu'il y a une grosse branche qui est partie plus vraiment sur de l'horreur, mais sur du gore. Moi, j'appellerais plutôt ça du gore, c'est-à-dire du jeu d'action avec des armes et une envie de décaniller des monstres, on va dire. Bien que, je dis pas que c'est nul, je dis que c'est un autre type d'horreur. Il y a une certaine dérive qui va vers quelque chose d'efficace, hein, quand même. Hein. Si on regarde un Dead Space ou un truc comme ça, par exemple, ça fout la flip quand même, hein, mais c'est pas la même chose. Nous, on a voulu quelque chose de plus angoissant, stressant. Bon, il y a des moments où je pense que les joueurs ont leur dose de flip dans White Knight. Par contre, majoritairement, c'est de l'angoisse et c'est du stress qui est travaillé par l'ambiance, par la musique, par le visuel où il y a beaucoup de noir, qui volontairement, on va vers de l'horreur psychologique, de l'horreur subjective, c'est-à-dire que le joueur va remplir le noir lui-même en fait avec son cerveau, et c'est là qu'est notre inspiration cinématographique, où voilà, l'horreur psychologique, ça va être ce qu'on ne montre pas beaucoup plus que ce qu'on montre. Donc dans les jeux d'action, on va montrer pour être du gore et essayer de faire peur par la représentation, par le figuratif des monstres. Et dans notre cas, ça va être plutôt essayer de faire de l'angoisse parce qu'on va imaginer et parce que ce qu'on ne va pas réussir à voir. Mais des fois, ça va être parce qu'on réussit à entendre. On arrive à créer le stress juste parce qu'on entend quelque chose qui se passe mais qu'on ne le voit pas. Et voilà, donc ça va être plus sur cette lignée-là que s'engage White Knight. Voilà, exactement, c'est ça. On passe à la suivante. Alors là, on va plus parler à nouveau encore du jeu vidéo en lui-même, au niveau français en tout cas. Vous savez qu'il y a depuis quelques années, mais c'est vrai que ça va doucement, on remarque qu'au niveau de la politique, ça commence à bouger un petit peu pour commencer à soutenir le jeu vidéo. Parce qu'on avait déjà des écoles de jeux vidéo, en tout cas de programmation. Je pense à l'Epitech par exemple ici, ou encore à 42, qui avait été ouvert par Xavier Niel, qui est une très jolie école d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'y aller. Du coup, voilà, on voit que les politiques, en tout cas, commencent à se bouger, à sortir un petit peu des fonds. Moi, je me rappelle même c'était il y a 4 ans à peu près, de Kosciusko Morizet, qui parlait dans le magazine Geek, qui trouvait que c'était un peu regrettable qu'on ne profite pas de ce patrimoine culturel, puisque le jeu vidéo est rentré depuis 2-3 ans facile dans la pop culture. Enfin, tout le monde connaît Mario, Pac-Man, Tetris. Parce qu'elle joue beaucoup à Tetris. Photographe qui est derrière la caméra.
sur la 3DS. Enfin voilà, en tout cas, il y a ces mouvements-là. J'avais perdu ma question. Désolé. Ouais. Youp, voilà. Alors, oui, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir profiter d'aide de la part de l'État, sinon d'autres organismes, ou est-ce que vous êtes même autofinancé? Et quoi qu'il en soit, pourquoi avoir choisi l'un plutôt que l'autre? Alors, le financement, c'est une grosse question pour le jeu vidéo, et évidemment, comme pour beaucoup d'industries. Euh, il y a plusieurs options et on en a choisi certaines. Donc nous, dans notre cas, notre premier financeur, on va dire, c'est Pôle Emploi. Donc on a, pour créer, à l'occasion, on a créé l'entreprise parce qu'en fait, on a quitté chacun notre emploi. Et donc il y a un système qui est assez bien quand même, je trouve, dans Pôle Emploi, où on peut convertir ses droits chômage en capital pour son entreprise. Donc ça, c'est vraiment super bien. C'est vraiment une façon de dire, ok, je m'engage, je suis au chômage, mais en fait, je crée mon entreprise, je ne perds pas mes droits, et ça permet de démarrer avec un capital, ce qui est hyper important pour une entreprise. Bon, après, c'est inévitable, dans toute entreprise, on y met nos propres fonds, donc on est aussi en partie sur nos fonds propres. Ça, j'ai envie de dire, c'est légitime et c'est important parce que c'est aussi une motivation. C'est-à-dire, si j'ai mon propre argent dans l'entreprise, bah, j'ai envie qu'elle réussisse. Et ça, de toute façon, c'est un point obligatoire. Et puis, donc, on a aussi profité d'une aide qui s'appelle le FAJV, une aide du CNC. Ça, comment dire, c'est hyper important. C'est une aide super positive. C'est une aide qui aide à la création. Donc, c'est, comment dire, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'élus. Donc, c'est une aide qui est sélective. Par contre, c'est une aide qui est vraiment faite pour aider la créativité française. C'est une aide qui est assez intelligente puisqu'elle est faite vraiment sur la base de lancer et d'entretenir le système créatif français, puisque, par exemple, dans notre cas, enfin dans tous les cas de dossiers pour l'aide du CNC, il faut justifier qu'on va employer des créatifs, des graphistes, des sondiers, etc., qui sont français, et donc de vraiment entretenir le milieu créatif français. Donc ça, c'est une aide, nous, qui nous a beaucoup aidé. Et puis après, il faut faire à la débrouille pour boucler le budget. Donc on a fait appel à un peu ce qu'on appelle le love money. Donc c'est la famille, les amis. Voilà, donc nous, on a utilisé ce système-là. Après, bah, en ce moment, on sait qu'il y a une grosse montée de ce qu'on appelle le crowdfunding. Il y a plusieurs plateformes disponibles, toutes plus ou moins accessibles depuis la France pour une entreprise française, etc. Par exemple, Ulule, il y a des entreprises françaises qui font appel à Ulule. Pour faire appel à Kickstarter, en théorie, c'est pas accessible aux boîtes françaises, mais avec quelques astuces, c'est faisable. On a décidé de ne pas s'engager là-dedans parce que c'est un petit peu à double tranchant. Disons que pour faire fonctionner une campagne de crowdfunding, il faut y mettre quand même beaucoup d'énergie. Soit c'est souvent basé soit sur le nom de certaines personnalités, soit sur le fait de présenter un projet qui a énormément de promesses, ce qui veut dire que c'est très risqué. Donc on a par exemple des Star Citizen qui promettent énormément et qui du coup rencontrent le succès et ont beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a d'autres projets qui promettent aussi énormément, qui bouclent tout juste leur budget et qui du coup ont beaucoup de mal à répondre à leurs promesses en fait. Donc du coup, c'est quand même à double tranchant. Si on imagine une campagne de crowdfunding, une fois qu'on enlève l'énergie qu'on a mis à faire connaître cette campagne, à atteindre les gens, qu'on enlève le budget nécessaire à remplir les promesses. Donc par exemple, je vais dire des bêtises, envoyer des posters, des t-shirts, des pins, tout ce qu'on veut. Une fois qu'on a enlevé tout ça, finalement, qu'est-ce qui reste vraiment pour produire le projet? Pas tant que ça. Donc on a voulu jouer à l'économie de temps, d'énergie, etc. pour finalement trouver un financement où on soit autonome. Et à partir de là, une fois qu'on a eu le financement, on a démarré la production, quoi. Donc nous, on avait un budget pour un an. Au bout d'un an, on avait un projet à peu près fini et prêt à sortir sur Steam. On a eu l'opportunité de rencontrer Activision qui du coup nous a aidé pour tenir un an de plus, faire les développements pour console, améliorer le jeu grâce à leur équipe de test, etc. Ça a été une aide vraiment providentielle, super intéressante. Ça nous a beaucoup appris.
donc après, c'est toujours une histoire d'opportunité, quoi. Voilà. C'est vrai que ouais, pour l'anecdote, ça me rappelle un petit peu ce qu'il y avait eu avec notamment Peter Molineux, enfin, qui est réputé, on va dire, dans le milieu du jeu vidéo pour faire des jeux avec beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues, notamment Fable et ses arbres qui repoussent. Mais c'est vrai qu'il avait quand même dit quelque chose de juste, c'était par rapport à Godus, si je dis pas de bêtises. On avait fait une méthode de financement dessus et puis le jeu a pas super bien marché. C'est ça qu'il est, enfin moi pour l'avoir testé, je l'ai trouvé sympathique, mais effectivement pas révolutionnaire, même pour un, enfin que ce soit pour un jeu mobile ou autre. Et il a dit justement la meilleure chose à faire quand on fait un crowdfunding, c'est avant tout d'avoir déjà au moins une démo, enfin en tout cas dans le jeu d'avoir une démo, quand vous faites un film, d'avoir un trailer, parce que sinon on se retrouve dans un Daisy, enfin un DayZ, où les gens achètent le jeu, il est pété de bugs, enfin il manque la moitié des fonctionnalités. Et au final, les gens, on se retrouve avec des plaintes de partout, alors que d'un autre côté, en même temps, on investit dans quelque chose dont on n'est même pas sûr de la réussite. C'est juste pour le, voilà. Non, mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis, et je pense que c'est quelque chose qui va se stabiliser, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez neuf, c'est quelque chose qui a explosé rapidement, donc forcément, beaucoup de gens se sont engouffrés dedans. Donc de part et d'autre, il y a un peu des erreurs de jugement qui sont faites. Autant de la part des gens qui mettent des sous dedans, dans le sens où c'est quand même assez clair le contrat qui est fait, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent pour financer quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Donc après, se plaindre qu'on n'obtient pas ce qu'on imaginait obtenir, j'ai envie de dire, c'est comme mettre de l'argent dans un disque et après dire ah bah, le disque me plaît pas. J'ai envie de dire l'artiste il a créé son disque du mieux qu'il a pu, quoi. Il y a sûrement beaucoup de choses à reprocher à Peter Molineux, mais je pense qu'il a quand même l'avantage de faire des jeux qui ont une patte, qui sont créatifs, qui essayent d'aller de l'avant. Après, le fait qu'il n'arrive pas à atteindre cet objectif, je ne sais pas si c'est la peine de s'acharner comme on a pu s'acharner sur lui, sur Godus. Voilà. Mais l'anecdote est intéressante, mais je pense que du coup, ça va aller vers quelque chose qui va se stabiliser. Voilà. Donc il y a des erreurs du côté des développeurs et aussi des erreurs du côté des gens qui mettent de l'argent en espérant un résultat qui en y réfléchissant, ne peut pas. Voilà, il ne peut pas y avoir des Star Citizen partout. Et même pour quelqu'un qui a mis de l'argent dans Star Citizen, je pense qu'il va être déçu, ne serait-ce que par le délai qu'il va mettre avant de pouvoir jouer. Donc il n'y a pas de chose magique, mais je pense que ça va se stabiliser. Les gens vont apprendre, les développeurs vont apprendre aussi à faire des campagnes peut-être plus raisonnables. Donc ça va en s'améliorant, je pense quand même. Ok. Alors, juste pour savoir, il reste combien de temps de 7 minutes. Il me reste juste une question du coup, donc c'est bon, tu dis si ça coupe. C'est à une limite d'enregistrement, c'est un peu compliqué. Ok, alors du coup, moi je voudrais terminer avec une question plus large encore sur le jeu vidéo. C'est un débat que je vois revenir souvent et qui, moi un peu m'agace. C'est quand tout le monde veut à tout prix comparer le jeu vidéo avec de l'art, enfin dire en tout cas que le jeu vidéo est de l'art, parce qu'effectivement il rassemble énormément de processus artistiques créatifs. On a la musique, on a la 2D, la 3D. Et j'en passe, enfin le gameplay, les histoires, qui effectivement sont des choses qui dépendent du milieu artistique, même si c'est difficile de dire que quand on réunit tout ça, on fait forcément de facto une œuvre d'art. Et j'ai l'impression qu'en fait on se retrouve actuellement avec deux camps, entre d'un côté des joueurs qui veulent juste jouer, parce que le jeu vidéo est avant tout un jeu, c'est un loisir, c'est quelque chose qu'on fait pour se détendre, et d'autres qui veulent à tout prix trouver une dimension artistique recherchée. Enfin moi je sais que la première fois que j'ai eu ça c'était pour Journey sur PS3, qui effectivement est un très beau jeu, minimaliste, mais qui reste avant tout un jeu. Et moi j'ai l'impression que du coup à force de faire ça, on est en train de séparer les joueurs, de créer une espèce d'élite, on va dire sociale, qui elle comprendrait qu'il n'y ait qu'une dimension artistique, que le jeu c'est bien, alors que je pense qu'il y a des jeux qui, on va dire, ont peut-être moins cette portée-là, des jeux AAA notamment. Pour citer les exemples qui reviennent, je pense à des FIFA, des Call of, qui eux reviennent chaque année, qui en soi, en termes de création, il y a un travail fourni derrière, c'est sûr, c'est indéniable, qui en plus souvent est très bon. Enfin, je suis pas fan de ces jeux, mais il y en a qui sont très bons. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut parler d'art quand on sait qu'il y a aussi tout ce côté commercial derrière et qu'on enquille à la chaîne les épisodes pour pouvoir arriver à les sortir. Et moi, du coup, je voudrais un petit peu ton point de vue. Est-ce que tu penses qu'effectivement, à un moment, il faudrait ramener le jeu vidéo en tant qu'art, comme l'a fait le Museum of Modern Art il y a un an, en commençant à entreposer des consoles, des jeux qui ont fait la force de certains trucs, ou alors plutôt est-ce qu'on le laissait un petit peu tel qu'il était à l'origine, le jeu, c'est-à-dire vraiment un média un peu underground,
où là justement on avait une espèce de caste mais qui s'était auto-formée. Enfin, les joueurs étaient une caste en eux-mêmes, il n'y avait pas de séparation entre eux comme on est en train de l'avoir, je pense, du moins aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, si, c'est bon. Alors, c'est une question très vaste, mais moi, bon, en fait, je suis dans le jeu vidéo, donc forcément déjà, je vais avoir un avis biaisé ou un avis de quelqu'un qui est trop investi dedans pour être objectif. Mais le plus simple, en fait, c'est de sortir du jeu vidéo pour y répondre. Donc, c'est hyper facile à transposer dans d'autres médias. Mais même tous les autres branches qu'on appelle les arts, les autres arts, en fait, le schéma se répète. Simplement, dans le jeu vidéo, c'est plus récent, donc on a du mal à prendre du recul. Mais est-ce que le cinéma, c'est de l'art ? Je veux dire, tout le monde a la réponse en tête. Bah oui, il y a des films, c'est de l'art. Les cinéastes sont des créatifs artistiques. Mais il y a aussi des films porno et il y a aussi des films d'action pure qui n'ont quelque part aucune forme d'art. En fait, la question, c'est juste de se dire que tous les films n'ont pas vocation à être une œuvre artistique. Il y en a qui vont être du divertissement. Voilà, il y a chaque pièce, chaque bouquin a une vocation, a une envie d'être quelque chose. Et dans le lot, il va y avoir certaines qui vont avoir vocation d'être une œuvre d'art. Donc finalement, on ne peut pas étiqueter tout le jeu vidéo comme étant artistique, mais dans le lot, c'est inévitable qu'il y a des œuvres d'art. Moi, par exemple, c'est... je sais pas, il y a des jeux qui vont nous apporter une façon de rêver et de nous emporter dans des mondes alternatifs, que, comme l'ont fait des œuvres littéraires ou de cinéma. Et c'est indéniable qu'il y a un aspect artistique, et puis en même temps, un shoot 'em up, c'est un défouloir. Et puis, donc finalement, je pense que la réponse, elle est toute faite simplement en se projetant dans d'autres médias, et de ne pas essayer de tout étiqueter derrière la même bannière. C'est simplement qu'au sein du jeu vidéo, il y a des jeux qui vont chercher des objectifs différents, comme il y a des films qui ont des objectifs différents. Aujourd'hui, personne ne remettrait en cause, je ne sais pas quoi, que la littérature n'est pas un art. C'est impossible, quoi. Voilà. Donc je pense qu'en fait, la réponse se fait d'elle-même, simplement en transposant dans des branches qui ont plus d'histoire et plus de passifs. Et en fait, on voit qu'il se passe la même chose dans tous les arts qu'on appelle, voilà. Ouais. Ouais. Donc, au final, on voit la réponse est toute faite, elle est trouvée. C'est la même qui se passe dans d'autres branches d'art, que ce soit la peinture, la sculpture, la littérature, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de répondre à ça au sein du jeu vidéo, puisque finalement, c'est la même réponse. Le jeu vidéo, en fait, c'est juste un nouvel art qui est arrivé par l'agrégation d'autres arts visuels, musicaux, scénaristiques. Donc finalement, c'est que la résultante des autres branches de laquelle elle s'inspire. Voilà. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps. Voilà, en espérant avoir l'occasion de tester White Knight sur le stand, et puis sinon je le testerai du coup chez moi sur ma console.